l'envers avec Dmitro Komarov. Cette terre est habitée par des tueurs. Ils peuvent manger n'importe qui en quelques secondes. Pourquoi venir ici? Attachez votre ceinture de sécurité. Redressez votre fauteuil, retenez votre respiration. Nous atterrissons dans la dangereuse Amazonie. Je tremble de tout mon corps. C'est le monde à l'envers. Vous n'avez jamais vu cela auparavant. Préparez-vous à l'atterrissage d'urgence. Qu'est-ce qui a sauvé les passagers tombés d'une hauteur de 10 km? Ils auraient tous dû mourir. Qui a des relations sexuelles sur les lieux? C'était une sorte de dépression nerveuse. Qu'est-ce qui sortira de la chasse à un monstre à grandes dents? Quel crime verra Dmitro Komarov? Ils ont tiré juste devant nous. Et où trouvera-t-on le chupacabra maintenant? Leur taille est très impressionnante. Qui sera tué pour l'amusement des oligarques boliviens? Pas de mort, pas de vacances. Qui arrêtera le dangereux tournoi avec la mort? Le spectacle se termine. Et qu'est-ce que le baron du chocolat offrira à notre président? Petro Oleksievitch, il est temps de découvrir le monde à l'envers. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. L'Amazone est le plus long fleuve du monde qui traverse l'Amérique du Sud d'ouest en est. Son bassin de plus de 7 millions de kilomètres carrés est 11 fois plus grand que la superficie de l'Ukraine. Le fleuve légendaire coule de l'équateur de la Bolivie et du Pérou. Des milliers de grandes et petites rivières s'y entrecroisent et au Brésil se transforment en la plus grande voie navigable du monde. Nous entamons une expédition aux sources boliviennes de l'Amazonie dans la région la plus sauvage et la moins explorée du pays. La façon de s'y rendre et de la parcourir est un véritable extrême. Lorsque l'Amazonie bolivienne est inondée et que les routes disparaissent dans de nombreux endroits, le seul moyen de transport disponible est le taxi aérien ou les petits avions. On va dans un hangar pour en affréter un. Alors, chers amis, nous sommes arrivés à une sorte de coopérative de garage, mais c'est pour les avions. Il y a ici des dizaines de petits avions de ligne prêts à partir, ou plutôt à voler d'une seconde à l'autre. À votre demande. Muchas gracias, monsieur. Eh bien, il semble qu'il prépare notre taxi pour le décollage. Il est en cours de peinture. J'espère que nous ne volerons pas dans cet avion. Le problème, c'est une latitude vis-à-vis la sécurité du transport n'est pas européenne ici. Et les conditions techniques, je dirais, ne sont pas contrôlées. Il convient de noter que ce n'est pas un transport oligarchique, mais presque public ici. Car les gens n'ont pas d'autre choix. Il n'y a rien d'autre pour voler. Si vous aimez danser, vous devez payer le violon. Alors, chers amis, voilà ce que c'est de voyager sur l'Amazone. Si vous ne sortez pas votre avion, vous n'irez nulle part. Comment fermer la porte? Nous avons commencé. Eh bien, allons faire un tour. Je ferais mieux de bloquer ma ceinture. Avec l'aide de Dieu, volons! Pour être honnête, j'ai vraiment peur. Je ne peux pas compter le nombre de décollages et d'atterrissages que j'ai eu dans ma vie. Il y en a probablement eu des centaines. Mais aujourd'hui, je tremble de partout parce que l'avion se balance, tremble, se balance. Nous survolons le tapis de jungle séparé par les rivières qui se jettent dans l'Amazone. En raison de ce terrain, il n'y a presque pas de place ici pour effectuer un atterrissage d'urgence en cas de force majeure. Et beaucoup de ces petits avions s'écrasent chaque année, mais ceux qui osent voler profiteront d'une vue fantastique. Jetez un œil sur cette beauté. C'est le bassin de l'Amazone. Quelques-uns peuvent imaginer qu'un tiers de la Bolivie se trouve réellement dans la jungle autour des sources de ce fleuve légendaire.
Bien sûr, ces forêts tropicales, le marécage infranchissable n'ont pas d'aéroport auquel nous sommes habitués. Et ainsi, les avions atterrissent généralement pratiquement dans les champs. Notre piste est là-bas. C'est un chemin de terre. C'est la raison pour laquelle il est si difficile de s'envoler d'ici. Après la pluie, impossible d'atterrir et de décoller. Mais nous avons de la chance car il n'y a pas eu de pluie pendant notre vol. C'est un simple chemin de terre. Eh bien, maintenant, nous pouvons respirer avec soulagement. Il y a des centaines d'avions de ce type dans la région amazonienne. Et 3, 5, 7 d'entre eux, ça dépend, tombent absolument chaque année. Il ne faut que 55 minutes de peur et d'horreur pour arriver à destination. Aujourd'hui, ce n'était rien. C'est là peut-être plus effrayant. Super, merci beaucoup. Je ne vous souhaite que des atterrissages en douceur et que le nombre de décollages soit toujours le même que le nombre d'atterrissages. Merci. Merci de m'avoir laissé piloter l'avion. Tu es vraiment doué pour ça. Comme c'est inconfortable. C'est si petit. Le principal problème de nombreuses compagnies aériennes dans le pays exotique pauvre est qu'elles négligent souvent l'âge de l'avion. Il est très important et signifie le nombre d'heures de vol après lequel il est dangereux d'exploiter l'avion. Il faut faire une révision majeure où le remplacement des pièces de rechange et des mécanismes est nécessaire. Les Boliviens rafistolent les avions de manière primitive dans leur garage. Les avions en Amazonie fonctionnent tant qu'ils peuvent décoller, mais il peut y avoir des problèmes d'atterrissage. Le 1er février 2008, 159 passagers de Boeing ont fêté leur 2e anniversaire. Ce fut l'un des accidents d'avion uniques de l'histoire de l'aviation. Il a eu une fin heureuse. C'est un champ marécageux dans la banlieue de Trinidad, près de l'aéroport. Il y a un fuselage du Boeing 727 gisant comme un fantôme. C'est devenu une véritable attraction touristique pour beaucoup de monde. Nous nous rapprochons de l'épave du Boeing sur le tracteur car c'est dans un marécage. Et en fait, c'est le marais qui a sauvé les gens. L'endroit est inondé et il est presque impossible de marcher ici. Ce jour-là, l'avion a effectué un vol ordinaire de La Paz à travers Cochabamba jusqu'à la ville de Cobija. Tout allait bien jusqu'à ce que le temps change radicalement. La pluie tropicale, la tempête et le vent violent ont ruiné les plans. L'équipage a dû se diriger vers un aérodrome alternatif dans la ville de Riberalta, mais on leur a refusé l'atterrissage. Il ne restait plus qu'une seule alternative, l'aéroport de Trinidad. Alors que l'avion s'en approchait, les moteurs tombèrent subitement en panne. Il y eut un silence stupéfiant dans la cabine. Les passagers ont entendu sur haut-parleur l'annonce la plus terrifiante de leur vie. Préparez-vous pour un atterrissage d'urgence. Le vieux Boeing 727 n'a pas fait que quelques kilomètres jusqu'à l'aéroport de Trinidad et a fait un atterrissage d'urgence sur un marécage sur le territoire de l'école navale. Nous avons remarqué le Boeing dans le ciel. Il était évident qu'il tombait. Ses moteurs ne fonctionnaient pas. Tout s'est passé devant moi. Nous nous sommes précipités immédiatement sur le site du crash. Il y avait alors beaucoup d'eau, à hauteur de poitrine. J'étais sûr que tous les passagers mourraient. Cependant, nous avons apporté des civières juste au cas où. Mais ce que nous avons vu sur le site du crash, c'était un vrai miracle. Tous les passagers et l'équipage ont survécu. L'adjudant de 55 ans de l'école navale, Eleurio Lemacho, est arrivé sur le lieu du crash en quelques minutes. Il n'oubliera jamais ces moments. C'était un spectacle horrible. L'aile, le moteur, le train d'atterrissage arraché. Le fuselage lui-même était presque intact. Mais pour une raison quelconque, personne ne sortait. Nous avons descendu l'aile à l'intérieur de la cabine. Et ce fut le moment le plus effrayant. Tous les passagers étaient vivants, mais ils étaient assis en silence, sans bouger ni parler. Ils étaient immobiles et n'ont pas réagi à notre apparence. C'était une sorte de dépression nerveuse. Nous craignions beaucoup pour ces personnes.
Je pense qu'ils ne croyaient pas qu'ils avaient survécu. Ils n'ont pas pu s'en rendre compte. Oui, ils ne semblaient pas y croire. Ils se sont arrêtés net. Avez-vous vu le pilote? Oui, il s'est levé, est entré dans la cabine, a regardé autour de lui, a vu que tout le monde était vivant, est retourné dans le cockpit, a pris son siège et n'a plus jamais bougé. Il était également assis en silence. L'aile était-elle sous l'eau ce jour-là? C'était juste au niveau de l'eau. Existait-il un film de carburant à la surface de l'eau? Non, il n'y avait rien. Vous voulez dire qu'il n'y avait pas de carburant du tout? S'il y avait eu peu de carburant, il y aurait eu un arc-en-ciel de pétrole. S'il y avait eu du carburant dans les réservoirs, l'incendie se serait certainement déclaré. L'enquête sur l'accident n'est pas encore terminée, mais la théorie de travail veut que le Boeing 727 ait manqué de carburant pour se rendre à l'aérodrome. La dernière fois, j'étais ici le jour de l'accident. Quand vous êtes ici, que ressentez-vous? À quoi pensez-vous? Au moment où je suis monté dans l'avion, la joie que j'ai ressentie en voyant que tout le monde était vivant. Je n'oublierai jamais ce jour. Je rêve souvent de tout ça. Je rêve de ces gens. Avez-vous parlé à certains d'entre eux? Ils ont commencé à récupérer et à parler seulement après être sortis du marais pour rejoindre la route. Soudain, ils se mirent à rire, se réjouissant. Beaucoup d'entre eux ont même crié « Je suis vivant! Je suis en vie! Merci, monsieur! » Ils ont eu l'euphorie et ils ont finalement réalisé ce qui s'était passé. Maintenant, c'est un musée de l'un des accidents les plus heureux de l'histoire de l'humanité. Beaucoup de gens considèrent cet endroit comme presque sacré. Les passagers de ce vol viennent souvent ici et se promènent. Ils s'assoient sur l'aile ou ici à l'intérieur et pensent à quelque chose. Beaucoup d'entre eux cherchent un endroit où ils étaient assis. Ils arrivent à leur fenêtre. Les femmes viennent souvent et pleurent. Presque tous ces passagers sont revenus ici et le font toujours. Eh bien, chers amis, les gens viennent ici, y entrent, essaient de trouver un endroit où ils étaient assis, s'assoient à côté et pleurent. Seul le pilote ne vient jamais ici. Il ne veut pas retourner dans cet endroit, bien qu'il n'ait pas abandonné l'aviation et travaille maintenant pour une grande compagnie aérienne. Et je veux aussi te dire en secret, les jeunes couples ont l'habitude de venir ici pour faire l'amour. C'est une sorte d'épidémie. Notre sécurité les chasse presque tous les jours. Je ne comprends pas pourquoi elles en ont besoin. Pour penser avoir des relations sexuelles, même dans un avion pour le reste de leur vie. C'est vrai. Regardez, il y a le même Boeing qui vole. En fait, les grandes entreprises ont arrêté les Boeing 727 il y a très longtemps. Mais les transporteurs aériens pauvres de pays comme la Bolivie, la Colombie, le Venezuela les utilisent encore. Nous avons une occasion unique de faire le tour de l'avion et de voir ce qui lui arrive lorsqu'il tombe dans un marécage. Le train d'atterrissage a certainement été arraché lors d'un impact aussi violent. Le coffre à bagages. Je vois pour la première fois où mes bagages sont transportés. De nombreux passagers se souviennent que le départ de La Paz a été retardé plusieurs fois pour des raisons techniques. Et donc, les experts supposent dans les coulisses que l'avion est peut-être tombé à cause des problèmes avec ses moteurs. Mais la version officielle est que l'avion a manqué de carburant. En fait, je n'aimerais même pas imaginer ce que ces 159 passagers ont ressenti lorsqu'il y a eu ce silence dans la cabine, lorsque les moteurs se sont arrêtés et qu'on leur a dit sur le haut-parleur d'appuyer leur tête sur leurs genoux et de préparer pour un atterrissage d'urgence. Regardez, la deuxième aile vient d'être arrachée. S'il y avait eu du carburant, le résultat aurait été totalement différent. Cela montre également à quelle vitesse la jungle peut manger absolument tout. Cela ne fait pas si longtemps, depuis 2008. Mais l'avion a été envahi par les arbres, les buissons. Dans 10 ans, on ne le verra plus du tout.
Seul son récit ressortira, ainsi que son inscription, Boeing 727-200. Il y a 7 ans, le pilote militaire et expert Romero a commencé à enquêter sur cette affaire de manière indépendante. Il admire toujours l'habileté du pilote. Quelle était la chance de survie de tous les passagers dans cette situation? La chance était proche de zéro. Les avions tombent très souvent dans cette région et en règle générale, ils s'écrasent totalement et personne ne survit. Il a accompli un miracle et a sauvé tout le monde. C'est une histoire terrible, avec la fin très heureuse. Des miracles peuvent se produire. La Bolivie le prouve encore. On s'habitue à être surpris ici. Nous continuons à explorer l'Amazonie et nous nous enfonçons dans la jungle pour plus de surprises. Chers amis, nous continuons à explorer la jungle de l'Amazonie bolivienne. Malheureusement, la civilisation a déjà presque mangé toutes les tribus ici. Je veux dire que les aborigènes à moitié nus comme en Nouvelle-Guinée n'ont pas été vus ici depuis longtemps. Tout le monde porte des vêtements modernes et achète de la nourriture dans les magasins. Mais la couleur nationale et les traditions sont bien préservées. En particulier, la chasse aux poissons les plus dangereux du monde, les piranhas. Le chasseur de monstres à grandes dents le plus sophistiqué a pris rendez-vous avec nous. On se retrouve au bord de la rivière. C'est pour nous. Bonjour. Je m'appelle Dmitro. Quel est votre nom? Ibi Seferon. Cet homme est né dans la jungle amazonienne. Il chasse les piranhas depuis son enfance. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement son passe-temps, mais une façon de nourrir sa famille. Qu'as-tu dans ce sac? La viande des piranhas. Un appât. Un piranha n'est pas un poisson ordinaire, c'est un glouton. L'appât doit donc être spécial. Regardez, c'est un sac plein de viande. Ça sent mauvais. Nous naviguons sur l'une des rivières du soi-disant bassin amazonien. Toutes ces rivières se jettent dans la voie navigable légendaire qui est devenue la maison des animaux et des poissons uniques, y compris très sanguinaires. La zone regorge des piranhas, mais il vaut mieux les pêcher dans le lac vers lequel on se dirige le long de ces chenaux étroits. Le héros de notre histoire d'aujourd'hui n'est pas armé par accident. Il y a des crocodiles et même des caïmans de 7 mètres de long ici qui peuvent attaquer un humain. Nous devons être en alerte. Les rives du bassin amazonien ne sont qu'une épaisse jungle. La végétation tropicale rend les déplacements difficiles. Nous nous sommes retrouvés coincés dans le marais. Et maintenant, nous arrivons dans la rivière voisine. C'est tout. Maintenant, nous devons marcher. Nous traversons maintenant la jungle en direction du lac grouillant littéralement des piranhas. Quel est cet arbre? Ficus. Oh mon Dieu, quel ficus! Il ne peut pas être mis sur un balcon. Les Indiens utilisent cet arbre lorsqu'ils partent à la chasse pour s'abriter de la pluie. Il semble être un arbre de maison indien. Pendant la saison des pluies, vous faites une petite couverture et chacun des membres de votre famille a une pièce séparée. 1, 2, 3, super! Nous sommes arrivés au lac avec de l'eau amazonienne. Mon bateau est là-bas. Allons-y. Il y a 2 autres sacs avec la viande. Piranha l'aime légèrement pourri. Je l'ai préparé à l'avance. Depuis combien de temps pratiquez-vous une pêche aussi extrême? Depuis que j'ai 12 ans. Mes amis et moi les chassions tous les jours. Ils peuvent être attirés par l'odeur du sang. J'ai une petite blessure à la jambe. Ça saigne un peu. Si je tombe, est-ce qu'ils aimeront ça? J'en doute. Mais si nous leur grandissons légèrement...
Blague à part, les piranhas peuvent très bien entendre et sentir. Et ils peuvent sentir le sang à des centaines de mètres et se précipiter sur une victime pour la mettre en pièces. Par exemple, il ne faut qu'une minute à un bande de piranhas pour manger un humain et en laisser les os nus. Je donne le sac avec les mouches et la viande puante. Ibis découpe la viande en gros morceaux et embroche la paille sur un gros hameçon. Après cela, tout est exactement comme à la pêche ordinaire. Alors, chers amis, j'attends le premier piranha de ma vie. Je n'arrive pas à y croire. Au bout de 5 secondes, la viande a disparu. Frappe-le, piranha grand et petit. Au début, les piranhas mangeaient habilement la paille sans toucher l'hameçon. Nous avons navigué sur le lac pendant une demi-heure pour donner de la viande aux poissons. Et soudain, ils ont commencé à mordre. Comme dans un film. Il ressemble vraiment à des monstres de films d'horreur. Regardez ses mâchoires. Il a des dents triangulaires très fines, plates et pointues. Lorsque les mâchoires supérieures et inférieures se referment, les dents supérieures pénètrent dans les espaces entre les dents inférieures. La mâchoire inférieure est un peu poussée vers l'avant, de sorte que de profil, le poisson ressemble à un bulldog. Ce petit poisson peut littéralement arracher un énorme morceau de viande en un seul geste. Il peut également mordre facilement votre doigt. Les Indiens ont appelé ce poisson un piranha, où pira signifie un poisson et rana signifie une scie. C'est un poisson scie. Sous une autre version, le nom de ce poisson est traduit par un démon à grandes dents. Ces monstres sont à la hauteur des 2 surnoms. Sacré vache! Regardez attentivement, regardez simplement attentivement. La peur et l'horreur de tous ceux qui vivent en Amazonie. Si les piranhas attaquent, combien y en a-t-il habituellement dans un banc? 50 ou 100 ou autant que vous le souhaitez. Plus une victime reste longtemps dans l'eau, plus ils y viennent. Les piranhas peuvent mesurer jusqu'à 40 cm de long et peser environ 1,5 kg. Cela ne semble pas être beaucoup, mais croyez que c'est suffisant pour tuer. L'accident tragique le plus célèbre avec des piranhas s'est produit au Brésil le 20 septembre 1981. Le paquebot, avec environ 300 personnes à bord, a chaviré sur le fleuve Amazon. Lors de ce naufrage, de nombreuses personnes ont été blessées et leur sang a coulé dans l'eau. Croyez-le ou non, mais personne n'a survécu. Tous les passagers ont été mangés par des piranhas. Wow! Il semblait juste qu'il avait mordu. Chers amis, c'est le moment le plus dangereux lorsque vous prenez un piranha avec vos mains. C'est à ce moment-là que les pêcheurs ont généralement les doigts coupés. Mon ami s'est assis une fois toute la journée et n'a pas eu de poisson. Au moment de partir, il mit ses jambes dans l'eau et récupéra un piranha qui s'était agrippé à son doigt. Mais tu as de la chance en tant que débutant. Ainsi, chers amis, l'Amazonie est l'endroit où les pêcheurs malchanceux peuvent se sentir comme des super pêcheurs. Vous savez, je jure que je n'ai jamais eu de chance à la pêche. J'ai tellement de poissons pour la première fois. Les amis, j'ai encore de la chance. Alors, chers amis, c'est notre point de vue. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 piranhas. Notre pêche est terminée. Il est temps de goûter au monstre à grandes dents. Nous commençons à préparer un souper unique et exclusif, piranha grillé.
Nous sommes heureux qu'aujourd'hui, nous allons manger des piranhas, mais pas à l'inverse. Les Indiens font griller du poisson sur un feu ouvert sans sel ni épices. 10 minutes et c'est prêt. Ibis sert le souper sur une feuille de palmier. Quelle assiette! La viande est très douce, tendre, pas grasse. Je ne peux la comparer avec aucun autre poisson car elle ne ressemble à rien d'autre. C'est le goût des piranhas. Cette délicatesse ne peut être dégustée dans les restaurants du monde et coûtera pas moins de 20 $. Et pour les habitants de l'Amazonie, c'est leur nourriture habituelle. Les gens ici mangent souvent ceux qui peuvent facilement les manger. Nous l'avons vu par nous-mêmes après le souper lorsque nous sommes allés à la recherche d'autres choses. Il est 9h30 et nous sommes dans un petit village de Provence en plein cœur de l'Amazonie bolivienne. Cet endroit ne se trouve pas sur toutes les cartes. Il y a ici un homme dont le métier est le plus dangereux de la région. Il y a des centaines de crocodiles et de caïmans par ici. Ils arrivent souvent au village pendant la saison sèche. Pendant la saison des pluies, ils peuvent nager jusqu'aux maisons et tuent souvent des gens. L'homme chez lequel nous allons est un chasseur de crocodiles. Il protège ses concitoyens des tueurs potentiels. Bonsoir. Je m'appelle Dmitro, Carlo Balcasana. Enfin, un chasseur de crocodiles semble effrayant pour nous, Européens. Oui, c'est un travail très dangereux. Avez-vous été attaqué par des crocodiles? Tiens, regarde. J'ai attrapé un crocodile et je l'ai sorti. Mes assistants ont dû le regarder, mais ont fait une horreur et le crocodile s'est enfui. Je me tenais inconscient dans l'eau quand il s'est faufilé derrière moi et m'a mordu la jambe. Je dirais que tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est très important dans notre travail d'avoir de la chance. C'était littéralement hier quand le seigneur Carlo a sorti un gros crocodile de l'eau et s'est blessé au dos. Alors il envoie ses partenaires chasser avec nous. Buenas noches, señor. Je m'appelle Dmitro. Quel est votre nom? Carlo Agley. Otto Rivero. Tu es si grand que je pense que tu peux casser le cou de n'importe quel crocodile en un seul geste. Facilement. À quelle heure commencez-vous habituellement à travailler? Ou plutôt à 11 heures. Pourquoi si tard? Nous n'avons pas de réfrigérateur, mais la viande doit être fraîche. Alors on tue les crocodiles le plus tard possible et on les vend tout de suite le matin. Otto nous donne les dernières instructions. Mais le plus important est que votre bateau puisse se retourner lorsque vous sortez un crocodile. Soyez très attentifs et écoutez mes instructions. Si vous tombez à l'eau, il n'y a pas que des crocodiles, mais aussi des piranhas. Les piranhas ne vous toucheront pas s'il n'y a pas de sang. Vous voulez dire que si vous tombez dans le bateau et que vous vous égratignez légèrement, vous êtes condamné? Vous êtes mort alors. Dieu nous aide. Allons-y. Dis-moi, quand il y a des inondations, quand c'est la saison des pluies, est-ce que l'eau atteint les maisons? Oui, et les gens deviennent un appât pour les alligators et les caïmans. Écoutez, j'ai la chair de poule parce qu'en réalité, 2500 personnes dans le monde meurent chaque année dans la gueule des crocodiles. Et c'est officiellement confirmé. Beaucoup d'entre nous ont peur des requins et disent « Des requins, des requins !» Mais en réalité, les requins ne tuent en moyenne que 15 personnes chaque année et les crocodiles en tuent 2500. Donc un crocodile est environ 160 fois plus dangereux qu'un requin. Les chasseurs annoncent l'embarquement sur un vieux bateau en bois. Oh mon Dieu, c'est tellement instable! Nous naviguons dans l'obscurité presque totale et essayons de distinguer les crocodiles dans les buissons au bord de la rivière. La jungle réveille la nuit quand il fait froid. Vous pouvez entendre des chants et des gazouillis tout autour. Mais sur la rivière, vous avez la chair de poule. Il semble que vous soyez observé de chaque buisson. Nous avançons le long de la berge et le capitaine y éclaire une lampe torche. On le fera jusqu'à ce qu'on trouve un match.
Nous sommes à quelques kilomètres, mais il n'y a pas encore de résultat. Ils disent qu'il y a des nuits d'abondance quand ils parviennent à attraper jusqu'à 30 crocodiles et doivent faire plusieurs voyages sur ce bateau en bois. Et il y a aussi des nuits sans crocodiles. Soudain, des points lumineux apparaissent dans la lampe de poche. Ce sont les yeux d'un crocodile. Carlo ordonne silence total et des objectifs. Ce son rend la jungle silencieuse pendant un moment. Nous nous rapprochons et Carlo utilise un crochet pour sortir le reptile mort de l'eau. Mais avant de le jeter dans le bac, il achève le crocodile avec une hache. Mon Dieu, c'est terrible. Ils ont tiré juste devant nous. Tuer ou être tué, c'est la loi de la jungle. Pourquoi lui coupez-vous la tête alors qu'il est déjà mort? Il y a eu des cas où un crocodile avec une balle dans la tête s'est attaché à la main du chasseur. Il est donc préférable de le terminer immédiatement. En fait, ça me rend triste de le voir. Mais nous devons accepter les règles des gens chez qui nous sommes venus. C'est juste une routine quotidienne ici. Et vous n'allez pas le croire, mais sur le marché local, la viande de crocodile coûte presque comme du bœuf. 16 bolivianos le kilo. Une peau est également bon marché, littéralement 150 bolivianos pour une peau d'un si petit et 250 pour une peau d'un gros. C'est très bon marché par rapport au coût du produit complet en peau de crocodile. Par exemple, voici un sac de la collection Gucci. Il coûte 30 000 $. Ou un sac de la célèbre marque Marc Jacobs pour 38 000 $. Les Boliviens n'épargnent pas les crocodiles car la chasse à ces monstres est une activité courante comme notre pêche. S'ils ne sont pas tués, leur population deviendra trop importante et sera mortellement dangereuse pour les gens. Ainsi, le gouvernement autorise officiellement à tuer 1300 reptiles par an. Mais la limite est bien sûr dépassée. Beaucoup de gens travaillent comme braconniers et partagent le produit de la vente entre les membres de l'équipe. Nos revenus et le bien-être de nos familles dépendent des crocodiles. Nous risquons nos vies chaque jour. Notre travail est comme une loterie. Vous ne savez jamais quel jeu vous obtiendrez et si vous survivrez. Une fois, il a commencé à pleuvoir fort quand nous chassions. Le bateau était rempli d'eau. Nous avons failli tomber. Nous avons donc dû jeter par-dessus bord tous les crocodiles capturés. Et si le bateau avait coulé, nous n'aurions pas survécu. C'est un suicide de nager ici. Ces experts en chasse aux crocodiles disent qu'un humain, même juste attrapé par un gros crocodile, peut être considéré comme mort. Cet animal laisse rarement partir sa proie. La noie, généralement, l'entraîne loin de l'endroit où elle a été capturée et la déchire avec ses dents et ses griffes. Imaginez que les mâchoires soient serties de 44 muscles. Cette emprise mortelle ne peut pas être relâchée. Cependant, ils disent qu'il y a encore une chance de survivre, bien qu'infime. Vous devriez essayer d'appuyer sur les yeux de l'animal. Alors, théoriquement, le crocodile peut libérer un humain. Il y a eu de tels cas. Et maintenant, il est 1h moins 20. La chasse bat son plein. Carlo a un bon œil. Ce n'est que lui qui a vu les yeux légèrement brillants du prochain match et le coup partit à nouveau. La procédure cruelle est répétée. Le chasseur fouille le fond de la rivière et accroche le crocodile. Il le sort et lui coupe la tête avec sa hache. Il y a déjà 2 reptiles morts dans le bateau. Les chasseurs décident d'arrêter cela. Ce soir, ce n'est pas bon pour la pêche. Il est 2h10. La chasse est terminée pour aujourd'hui. Le résultat n'est pas grand. Demain, les hommes reprendront la chasse. Cette guerre entre les humains et les reptiles ne finira jamais. Les crocodiles nageront toujours à terre pour s'attaquer aux gens et les chasseurs continueront à les tuer pour protéger leurs familles des attaques et pour obtenir de la viande. Les habitants de l'Amazonie vivent non seulement dans la jungle, mais aussi dans les grandes villes à proximité d'animaux uniques qui viennent même dans les rues de la capitale de la région, la ville de Trinidad. Si vous voulez voir les animaux merveilleux, vous feriez mieux d'aller dans les faubourgs de la ville quand le soleil commence à se coucher. Il y a des canaux, des rivières et des marécages où habitent nos héros d'aujourd'hui.
Nous recherchons des capybaras, les plus gros rongeurs du monde qui ressemblent un peu à des cochons d'Inde géants. Regardez, il n'a pas du tout peur de moi. En effet, malgré sa taille impressionnante et sa lenteur apparente, il est très rapide, aussi bien dans l'eau que sur Terre. À vrai dire, il semble qu'il ne faut mieux pas appeler cette merveille de la nature un cochon d'Inde ou un capybara. C'est peut-être ce chupacabra qui est inconnu de la science et que tout le monde recherche et dont on a peur. Les premiers explorateurs d'Amérique latine qui avaient découvert un capybara ici, à Trinidad, ont longtemps voulu savoir à quel genre il devait appartenir, car il ne ressemble à aucun autre mammifère au monde. Il a un museau de cochon d'Inde, un corps et des pattes d'ongulés. Après tout, ils ont décidé de le référer au rongeur et de l'appeler un cochon d'eau, car cet animal passe la majeure partie de sa vie dans l'eau. Regardez, il s'enfuit. Hé, cochon d'eau! Cochon d'eau! Cochon d'eau! L'Église catholique de Bolivie a dit aux croyants que les capybaras peuvent être considérés comme des poissons. Il a été conçu pour permettre aux gens de manger de la viande de capybara pendant le jeûne. Les Boliviens omnivores mangent souvent ces animaux herbivores inoffensifs et disent que la viande de capybara a le goût du porc. Buenas noches. Bonsoir. Dites-moi comment c'est vivre dans le quartier de ces capybaras géants. Nous y sommes habitués, ils sont ici partout. Mais les capybaras ne sont rien comparés aux crocodiles. Il y en a beaucoup ici aussi. Ils se glissent directement dans la cour. Ils sont énormes. Ainsi, chers amis, c'est ainsi de vivre aux sources de l'Amazonie. Les capybaras et crocodiles nagent dans la cour. C'est le quotidien des habitants du bassin de l'Amazone. En vrai, le principal ennemi des capybaras n'est pas un humain. C'est un crocodile avant tout. Il y en a beaucoup ici. Et l'autre ennemi est un anaconda que l'on trouve aussi souvent ici. Lorsque vous voyez de gros capybaras dans les rues de la ville, il semble parfois que ce soit des chiens qui traversent la route. Leur taille est très impressionnante. Regardez ce rat. Il mesure jusqu'à 1,5 mètre de long et jusqu'à 70 cm de haut. Les rongeurs, les rats. Qui a pensé à ce nom? Pour moi, ce sont des petits hippopotames sympathiques. Il est maintenant temps de voir les animaux qui ne peuvent pas du tout être qualifiés d'inoffensifs. En ce moment, nous volons vers les combats où les taureaux combattent les gens. Baure est un petit village dans l'arrière-pays de l'Amazonie bolivienne. Il n'y a pas de route menant ici. Vous ne pouvez donc vous rendre à Baure qu'un taxi aérien petit et dangereux. Mais une fois par an, le jour de son anniversaire, le village devient un centre d'amusement extrême pour toute la région. Les gens viennent ici de toute la Bolivie pour voir le rodéo amazonien. Cela commence par une course de chevaux où vous pouvez parier et gagner beaucoup d'argent. Regardez, il roule à crue à une vitesse vertigineuse. Et il y a des paris. Bien que les gens aient tellement bu qu'ils peuvent à peine se tenir debout. Les gars, sur quel cheval avez-vous parié? Le gagnant. Et nous avons gagné 60 bolivianos. Avec 60 bolivianos, vous pouvez acheter 6 bières. Le fait est qu'il fait chaud, 38 degrés centigrades, et c'est la seule fête de l'année pour ce village. Ainsi, toute la bière en vue est achetée. C'est froid, savoureux, et ça passe bien dans ces circonstances. Ainsi, tout le monde peut difficilement se tenir debout à la fin de la journée. La fête sur l'aérodrome du village est organisée par les oligarques amazoniens. Ils appellent ainsi les gens qui ont mis le plus de têtes de bétail. Les oligarques misent le plus d'argent et peuvent perdre quelques milliers de dollars en une journée. Comment est-ce pour l'Amazonie sauvage? On m'a aussi proposé de jouer. Et maintenant, je parie avec un éleveur du nom de Percy. Quel est votre pari? Combien coûte-t-il habituellement? Autant que vous avez, mais pas moins de 500 bolivianos. C'est cher pour nous, Européens. C'est vous, les cow-boys, qui êtes riches ici. Combien pouvez-vous parier? 100. Pourquoi si peu? Êtes-vous les gars si pauvres en Europe? Je parie toujours au moins 1000 dollars. D'accord, vous pouvez parier moins. J'ai parié sur un cheval qui porte le nom du village. Baure est mon rival sur une beauté Magdalena. Baure! Vous vous énervez.
Mon cavalier est en short rouge. Vous pouvez bien le voir, mais je ne vois pas le vôtre. Voulez-vous doubler? Regardez, ils essaient de m'inciter à parier davantage. Non, non, non. L'essentiel dans le jeu est de s'arrêter à temps. Nous avons parié et attendons. La course de chevaux n'est pas un spectacle pour les timides. Il n'y a pas de règles ici. Ils roulent à cru et toujours à une vitesse vertigineuse. L'adrénaline monte. Maintenant, on comprend pourquoi les gens boivent autant ici. Vous ne roulerez pas comme ça quand vous serez sobre. Non, non, jouons encore. Votre impudente Magdalena a coupé devant moi. Jouons encore, personne n'a coupé devant vous. Ne vous justifiez pas, j'ai gagné. Alors, chers amis, il y a une confrontation dans le style des feuilletons latino-américains. C'est très expressif et fort, avec beaucoup d'argot vulgaire. Mais je suis plus préoccupé de savoir si j'ai gagné ou non, parce qu'ils peuvent rejouer. Regarde mon adversaire. Il est prêt à combattre tout le monde. La course contestable a presque transformé les vacances en un combat de masse latino-américain. Mais les oligarques sont parvenus à un accord. J'ai gagné, j'en ai gagné 100. C'est mon premier argent gagné en Bolivie, je le jure. Mais félicitations, les débutants ont toujours de la chance. Après chaque course, tout le monde se cache du soleil tropical dans un petit bosquet. Et voici mon héros de course, le cavalier en short rouge. Manolo, merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai gagné 100 bolivianos. Depuis combien de temps pratiquez-vous ce sport? Ce n'est pas un sport, c'est un amusement. À quelle fréquence les gens tombent-ils? Ils ne font pas que tomber, ils meurent aussi. Mais c'est bon signe. Si quelqu'un meurt, la récolte sera bonne. Des fous. Ils sont juste fous. Il n'y a pas d'autre mot. Merci beaucoup. J'espère que personne ne mourra aujourd'hui. Les oligarques amazoniens ont un autre trait distinctif. Beaucoup d'entre eux dans la foule ressemblent à des Européens parce qu'ils ne travaillent pas dans les champs. Et comme nos gens riches, ils aiment les grosses jeeps, les belles femmes et les chiens de race pure. Voici un bon exemple. C'est un homme d'affaires d'un homme de riche. Combien de têtes de bétail avez-vous? 2000 vaches, 5000 hectares de terre et 30 ouvriers. Tous mes gens sont ici aujourd'hui. Que signifient ces vacances pour vous? C'est notre culture. Depuis plus de 306 ans, ce concours est un symbole de la fusion de la nature et de l'humain. Il est temps de passer à une autre arène où auront lieu des corridas. Nous allons au centre même du village qui devient une fois par an le centre de toute l'Amazonie bolivienne. Voici l'arène principale pour le plus grand événement de l'année. En fait, grâce aux Espagnols, la corrida n'est pas seulement arrivée en Bolivie. Il est populaire dans toute l'Amérique latine, par exemple en Colombie, au Venezuela, au Pérou. Mais il a ses nuances et ses caractéristiques partout. Et aujourd'hui, nous verrons en quoi la corrida bolivienne diffère de la corrida espagnole. La première différence réside dans son nom. Le rodéo local s'appelle Ochelos, ce qui signifie taquiner dans la langue des Indiens. Les concurrents ne sont pas des sportifs, ce sont des simples villageois. Leur tâche est de rester le plus longtemps possible sur le dos d'un taureau furieux. Seigneur, comment le taquinez-vous? Je l'ai frappé au museau. Voici le premier coureur bolivien et avec lui la première déception. Juste quelques secondes et un homme est au sol. Le même sort est arrivé au deuxième et troisième casse-cou, ce qui n'est cependant pas surprenant. L'arène est refoulée par des gens ordinaires qui veulent sceller l'animal. D'ailleurs, les coureurs ont déjà beaucoup bu. Le temps a fait des ajustements pendant les vacances. La pluie, il commence à pleuvoir. Le spectacle se termine, malheureusement. Quelle douche! Il faut se déplacer. Super. Il fait froid, non? Oui. La pluie soudaine n'a fait qu'exciter la foule. Qu'est-ce que c'est? C'est le vin le plus délicieux du monde. C'est sucré et ça a un peu le goût de pinard, une boisson sournoise qui coûte environ 20 hryvnias. Ici, au festival, les esprits sont les principaux stimulants du plaisir. Qui ne se saoule pas ne court pas après les taureaux. La douche tropicale n'a pas réussi à dégriser la foule. Ils se sont battus, mais pas avec des taureaux, les uns avec les autres.
faute de corrida à cause de la pluie. Ils ont un combat d'hommes. Et c'est assez grave, car ils se battaient fortement. Hé mec, pourquoi étais-tu si féroce? C'était de manière amicale, pour que vous vous amusiez en attendant que la pluie soit finie. Nous allons vous montrer cette manière amicale. Allons-y. Est-ce que ça fait mal? C'est ainsi que les hommes d'Amazonie témoignent leur amitié. S'il frappe dans l'œil, c'est qu'il est un ami. Mais j'ai un sac plein de cocaïne et je le renifle quand je veux. C'est la drogue préférée de notre président. Eh bien, chers amis, c'est un village bolivien ordinaire. Un homme tire de sa poche de la cocaïne qui coûte environ $1000 en Europe. Dans le pays où le président lui-même défend la culture de la coca, un type ordinaire qui gagne quelques centaines de dollars par an peut avoir un sac plein de cocaïne dans sa poche. S'il vous plaît, ne me combattez pas, je ne te dominerai pas, tu es plus fort. Pourquoi devrais-je te combattre? Je vais te mettre en coup. La douche est finie et nous retournons aux tribunes improvisées. Voici le héros le plus courageux entre guillemets en fait. Immédiatement. Une demi-seconde. Je n'ai pas fini et le plus ivre qui a été le premier à se jeter dans l'arène. Il est tombé en plein sur son coccyx. Ça fait mal. La plus grande démonstration d'héroïsme ici aujourd'hui est celle-ci. Mettre la main sur la queue d'un taureau. Mais il y avait toujours un héros à la fin des vacances qui pouvait sceller le taureau pendant un petit moment. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Caral. Je vous présente mes respects car vous êtes le premier aujourd'hui à avoir en quelque sorte restauré la réputation de la fête. Je suis désolé, mais les autres ne sont que des alcooliques. J'ai des jambes fortes et il est également important de bien maintenir son équilibre. Alors j'ai bu, mais moins que les autres. Et ce brave macho a tout de même pris le taureau par les cornes. Considérant combien ce type a bu, je ne serais surpris par rien. Mais en fait, je suis surtout désolé pour le taureau, car il n'a rien fait de mal. Qu'est-ce que tu fais, hein? Perdant son pantalon, mais pas sa dignité, le casse-cou se jette sur le taureau. Finalement, le taureau a gagné. Le combattant est tombé et s'est endormi. Vous savez, en fait, ils n'ont pas du tout besoin de taureaux ici. Ils se saoulent tout tard dans la journée pour tomber eux-mêmes. Il y avait une autre tradition très étrange et effrayante à ce festival. Un taureau était censé tuer au moins un cavalier. La mort d'un homme sur l'arène du village considérée comme le gage d'une riche moisson pendant un an. Aujourd'hui, les choses sont totalement différentes, bien qu'il semble y avoir un signe avant-coureur de la récolte. Voyez, ce vieil homme est tombé du taureau et s'est évanoui. Il s'est cogné la tête. Et en plus, il est très ivre. C'est donc la raison pour laquelle il ne peut pas revenir à la conscience. Madame, que lui est-il arrivé? Il est tombé et s'est cogné la tête. Et il est horriblement ivre. Ivre. J'avais peur que quelque chose n'allait pas avec cet homme, qu'il ait pu être blessé. Il s'avère qu'il vient de s'endormir sur le taureau. Il y a des hommes dans les villages boliviens. Ce vieil homme a bien plus de 70 ans, mais il doit faire pareil. Ivre comme un joueur de flûte, il veut sceller un taureau. Il dit que s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vacances. Mais je sais que ces dernières années, heureusement, personne n'est mort. Et c'est mauvais. Il n'y a donc pas eu de récolte. Pas de mort, pas de vacances. Vous l'avez entendu vous-même, chers amis. Aucun commentaire n'est nécessaire.
C'est ainsi que se termine la plus grande fête de l'année dans le village amazonien de Boure. La vie ici sera calme et monotone pendant les 364 prochains jours et se déroulera selon le scénario une maison, un potager, une maison. Jusqu'au prochain rodéo enivrant. En regardant tout cela, il est très difficile d'imaginer que ces gens ne se contentent pas de boire, mais fabriquent également le meilleur chocolat du monde. À venir en ce moment, l'histoire unique des coulisses du chocolat. Chers amis, nous sommes dans les forêts de l'Amazonie bolivienne. C'est l'un des endroits les plus sauvages du monde. Le meilleur chocolat du monde pousse ici. Bien sûr, pas le chocolat lui-même, mais les fèves de cacao. Ils sont appelés sauvages et achetés par l'Europe, l'Amérique, car le chocolat qui est en effet le plus délicieux. Et aujourd'hui, avec les familles de cueilleurs de cacao, nous allons découvrir comment est né notre chocolat préféré. Alors, rencontrons notre équipe de chocolat. Dmitro, Eduardo. Eduardo, quel est votre nom? Yusera. Eric. Et vous? Manuel Dorado. Manuel est un vrai baron du chocolat. Il a sa propre plantation d'un hectare où aujourd'hui je vais passer toute la journée de travail. Dites-moi s'il vous plaît, quel est cet outil? C'est ce qu'on appelle un courri et est utilisé pour cueillir les fruits du cacao. Nous sommes enfin arrivés au paradis du chocolat. Les fèves vertes ne sont pas encore mûres et ne peuvent pas être cueillies, et les jaunes sont parfaits. Goûtez-y, c'est très doux et délicieux. Ce n'est pas du chocolat, c'est de la licha. Et c'est délicieux. Le vrai chocolat sauvage est fabriqué uniquement à partir de graines à l'intérieur de la pulpe aigre douce. Impliquez-moi dans ce travail parce que je ne fais que manger. C'est facile. Prenez un courri et ne cueillez que les fruits les plus mûrs. J'avais aussi un tel bâton quand j'étais enfant. Il y avait dessus un petit seau utilisé pour cueillir des pommes et des poires. Tous les arbres de cette plantation sont sauvages, c'est-à-dire qu'ils ont poussé eux-mêmes. Le chocolat fabriqué à partir de leurs fruits est le plus cher. Il existe une vingtaine d'espèces de cacaoyers dans ces forêts. Et c'était il y a longtemps quand il y avait des Indiens. La plupart des Indiens d'Amérique centrale avaient leur propre plantation. Ils séchaient les graines, les arrosaient, y ajoutaient du miel, parfois même du jus d'agave et rarement du poivre. Ils ont appelé cette boisson chocolatl, dont le mot chocolat a été dérivé. Seule la crème de la société indienne pouvait en boire. Lorsque les fruits sont cueillis, nous passons à l'étape suivante pour fabriquer le vrai chocolat à partir d'un sac et demi de fèves de cacao. Mettez-le sur ma tête. Je n'en peux plus, madame. Vous commencez à accorder une grande valeur au chocolat et il devient plus sucré, plus délicieux, plus parfumé, plus odorant après avoir porté un tel panier sur la tête. Toute la famille est également impliquée dans les prochaines étapes de fabrication du chocolat. Les jeunes et les vieux membres de la famille participent à ce processus. Coupez le dessus avec un couteau, puis coupez le fruit en deux et c'est prêt. Nous devrions l'encocher des deux côtés. Ne vous coupez pas les mains et les doigts. Et puis on l'ouvre. C'est ça. Et nous le secouons dans le seau. Bref, le premier Européen qui a goûté au cacao était bien sûr Christophe Colomb. Il était pointilleux et n'aimait pas ça. Il a dit que c'était trop épais et amer. Mais il a apporté des graines en Europe. Ils ont été ignorés cependant. Et ce n'est qu'en 1519 qu'un conquistador espagnol a apporté un grand envoi de graines de cacao en Europe et a expliqué leur valeur et leur caractère unique. En fait, leur prix était également unique. Seuls les rois espagnols pouvaient se permettre cette boisson. Il avait été signifié à la cour pendant environ 100 ans. Et ce n'est que plus tard que le cacao a commencé à se répandre dans toute l'Europe et a rapidement acquis la renommée d'une boisson d'amour et de luxe. Il se faisait alors de la même manière. Ensuite, Manuel fabrique quelque chose comme un presse-agrumes à partir d'un sac ordinaire et d'une corde.
Nous continuons à remplir ces sacs de fèves de cacao avec leur doux manteau de prunes et le jus est pressé sous le poids des haricots. Exactement 24 heures, le sac sera suspendu ici jusqu'à ce que tout le jus coule. Ensuite, il y aura le processus de fermentation. Puis-je goûter le jus? Bien sûr, nous le buvons comme de l'eau. Alors, chers amis, c'est un vrai chocolat liquide. Ce n'est pas chaud, c'est frais. Ils disent que le jus de chocolat, entre autres, fonctionne comme le Viagra. C'est un vrai nectar d'amour. En jugeant par la façon dont votre femme rit, le Viagra fonctionne. C'est ça. Eh bien, buvons. Attention, Bolivie. Alors, chers amis, si vous voulez goûter le jus de chocolat, vous devriez venir en Amazonie bolivienne et le boire ici même. C'est une exclusivité, je vous l'accorde. Écoute, je vois sur ton bus, sur ton T-shirt, il est écrit « Evo président 2015-2020 ». Aimez-vous Evo Morales? C'est un bon gars. Il aide beaucoup de monde. Il nous a même promis d'amener l'électricité. Je pense que vous aimeriez davantage le président ukrainien parce que votre président cuit des feuilles de coca et notre président fait du chocolat. C'est son affaire. Ce serait formidable si votre président nous achetait du cacao. Dites-lui. Vous pouvez parler à notre président. Il s'appelle Petro Oleksievitch. Allez-y et invitez-le chez vous dans les forêts de l'Amazonie. Petro Oleksievitch, nous vous invitons. S'il vous plaît, venez chez nous et achetez notre cacao. Nous vous donnerons également du jus. Il y a un endroit ici pour rester. Nos gens en Amazonie sont bons. Je promets que vous serez entendus. Mais je ne sais pas s'ils viennent ou non, car cela ne dépend pas de moi. Les graines sèches sous le soleil brûlant de l'Amazonie, et pour être honnête, elles ne sentent pas du tout le chocolat. Ils sentent en fait l'eau de vie. Qu'importe, ces graines sont humides. Alors, chers amis, nous abordons enfin le produit fini, le chocolat. Ces fèves sécheront bien au soleil, puis seront mises dans des sacs et envoyées en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis, dans le monde entier. J'espère qu'un jour, le cacao sauvage d'Amazonie arrivera aussi en Ukraine. Super. Ce sera génial, mais maintenant, l'odeur est juste dégoûtante. C'est comme si quelqu'un avait renversé l'eau de vie, aigre, insipide et horriblement odorante. Ça pue. Et ces graines sèchent depuis 3 jours. Goûtez-le. C'est du chocolat. Ça a le même goût. Les agriculteurs vendent les graines séchées, mais ils gardent une partie de leur récolte et la torréfient pour obtenir le meilleur chocolat du monde. Il s'agit d'une opportunité unique et d'un produit unique car le chocolat fabriqué dans une usine a un goût très différent. Et ce sera le chocolat de votre propre jardin, cueilli de vos propres mains, torréfié de vos propres mains. Ces gens vivent littéralement dans le chocolat. Je veux dire qu'ils ont de la chance car ils peuvent en manger au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Aimez-vous le chocolat? Oui, je l'aime beaucoup. Nos enfants ukrainiens de votre âge ne rêvent même pas d'avoir autant de chocolat à la maison. Laissez-les venir chez nous. Il y a assez de chocolat ici pour tout le monde. Voici le garçon qui est né au paradis du chocolat. Ici, le chocolat ne se mesure pas en kilos, mais en tonnes. Il y en a tellement que tout le monde ne peut que souhaiter. Combien as-tu mangé le plus à une fois? Je peux manger beaucoup de chocolat. Mesurons-le en quelque chose de simple et compréhensible. Par exemple, avez-vous mangé une telle assiette pleine de chocolat d'un coup? Oui. Très bien. Avez-vous mangé un tel pot avec vos amis? Bien sûr. Il l'a mangé avec ses amis, d'accord. Et peut-on boire autant lors d'une fête à l'école? Facilement. Eh bien, soyons plus impudents. Et s'il y a autant de chocolat, allez-vous vous en occuper? J'ai beaucoup d'amis. Nous mangerons tout. Ensuite, les grains doivent être moulus. Je n'aurais jamais pensé voir notre hachoir à viande manuelle native dans la jungle bolivienne. C'est très dur. Et ce n'est pas une poudre qui sort comme prévu. C'est une pâte épaisse et huileuse. Ce n'est pas pour rien que nous utilisons un hachoir à viande et non un moulin à café. Chers amis, vous n'allez pas croire, c'est un chocolat amer excellent et très cher. Tu n'y arriverais pas sans un homme.
C'est vrai, c'est un travail difficile. Maintenant, vous pouvez transformer cette pâte de chocolat en n'importe quelle forme de délice au chocolat. J'ai décidé de faire un cœur. Le chocolat est un symbole d'amour, après tout. Quand on va chez nos chers amis, épouse, maman, on apporte un chocolat. Tu es si romantique. C'est mon premier chocolat. C'est tout. Maintenant, dressons une table. Vous savez, nous avons une expression, vivre dans le chocolat. C'est une figure de style. Mais à partir d'aujourd'hui, je sais qu'il peut aussi être utilisé au sens direct. Il est possible de s'asseoir autour de la table et de boire, de manger du chocolat, de boire avec et de vivre littéralement dans le chocolat. Can't take my eyes off you. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. La semaine prochaine, une édition spéciale du Monde à l'envers. Nous partons à la recherche des assassins de Che Guevara. Les détails sensationnels de la mort du légendaire révolutionnaire. Il a été retenu ici moins de 24 heures. De qui est-il tombé amoureux 10 minutes avant l'exécution? J'avais l'impression d'avoir avalé ma langue. Pourquoi lui ont-ils coupé les mains? C'était un spectacle horrible. Et qu'a vu la personne qui a lavé le corps du commandant? Je n'arrivais pas à y croire, c'était Jésus. Nous allons reconstituer les derniers instants de l'invincible partisan. Il a dit « Tuez-moi » pour résoudre le plus grand mystère. C'est la vengeance de l'au-delà. Comment arrêter la malédiction de Che Guevara? Il est temps de découvrir le monde à l'envers. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Pourquoi pensez-vous que je porte un chapeau? Ce n'est pas parce qu'il fait froid, c'est parce que nous sommes partis tôt et que je ne me suis pas lavé les cheveux. C'est ça. Au fait, chers amis, lors d'une chasse au crocodile, il est important de naviguer à contre-courant. Personne ne sait pourquoi. Le chocolat améliore également la circulation cérébrale et prévient le marasme sénile. Quel est le nom de celui-ci?